Tu t'es moqué de moi, mais ces rêves brisés doivent prendre fin. La chanson hurlait à la radio, et je n'en pouvais plus. J'ai appuyé sur le bouton, passant à l'une de ces émissions de débat nocturne où il divaguait sur des observations de Bigfoot ou des conspirations d'OVNI. Cette chanson tournait en boucle depuis des heures, et j'en avais marre de l'entendre. Pourquoi, demandez-vous? Simple, elle me rappelait trop la femme que j'avais laissée derrière moi. Non, rectifions, je ne l'ai pas seulement quittée, j'ai fui. Laissez-moi reprendre depuis le début. Je m'appelle Stan Shipman. Depuis 5 ans, je suis marié à Lucie, anciennement Lucie Dalton. Nous étions amoureux depuis le lycée. Je pensais qu'elle était mon âme sœur. Dès la fin du lycée, nous nous sommes mariés. Oui, je sais, grosse erreur. Mais à l'époque, nous étions si follement amoureux que nous pensions pouvoir défier le destin et faire en sorte que ça marche. Ce n'était pas une question d'argent. Je suis soudeur de métier, et je le fais depuis que je suis enfant. Mon père, lui aussi soudeur, m'a appris tout ce que je sais. J'assemble des métaux depuis que je suis assez grand pour manier un chalumeau en toute sécurité. Enfant, j'ai toujours voulu le rejoindre sur les chantiers, mais les règles syndicales et les réglementations d'assurance m'en ont empêché. Peu importe, j'ai beaucoup appris des projets qu'il ramenait à la maison. J'adorais ça. Quand j'ai terminé le lycée, je suis allé à l'école de soudage, mais je connaissais déjà la majeure partie de ce qu'ils enseignaient. J'ai passé les examens plus tôt, laissant les instructeurs bouche bée. Mes certifications en main, je me suis lancé directement sur le marché du travail. Mon expérience en fabrication et en ajustage m'a rendu précieux, et j'ai décroché des emplois bien rémunérés, même des postes à haut risque comme la soudure sous-marine. Ce travail m'a rapporté une fortune. En fait, j'ai gagné suffisamment pour payer les études universitaires de Lucie. Elle n'a pas eu à contracter un seul centime de dette étudiante, grâce à moi. Lucie a obtenu son diplôme et a trouvé un poste de parajuriste dans un grand cabinet d'avocats du centre-ville. Ses parents, qui avaient autrefois douté de ma capacité à financer ses études, étaient stupéfaits et fiers. Alors, pourquoi est-ce que je file à toute vitesse sur l'autoroute en pleine nuit, fuyant tout ce que j'ai construit? La réponse est la créature à 2 jambes que j'ai épousée et sa soi-disant amie. Lucie et moi avions bien commencé. Elle n'était que douceur et lumière quand nous étions plus jeunes. Mais les choses ont changé après qu'elle a commencé à travailler chez MC Master et Frédéric S. Au début, tout semblait aller bien, mais en quelques mois, les choses ont commencé à se déliter. Ses collègues, en particulier certaines femmes, étaient, faute de meilleurs mots, toxiques. Elles l'ont encouragée à sortir pour des soirées entre filles 1 fois par semaine. D'abord, c'était le mercredi. Je ne m'en souciais pas trop, elle rentrait toujours assez tôt pour que nous passions du temps ensemble, et j'étais souvent absent sur des chantiers, travaillant de longues heures. Mais ensuite, les mercredis soirs sont aussi devenus des vendredis soirs. Les vendredis soirs étaient notre moment, nos soirées en amoureux. Quand je le lui ai rappelé, elle a balayé ça d'un revers de main. On peut toujours sortir le samedi, a-t-elle dit. Je mérite ce temps avec mes amis. J'étais blessé, mais j'ai laissé couler, jusqu'à ce qu'elle commence à rentrer de plus en plus tard, parfois pas avant le petit matin du samedi. Si j'appelais pour prendre de ses nouvelles, l'appel tombait directement sur la messagerie vocale. Finalement, je n'en pouvais plus. Un samedi matin, autour d'un café, j'ai décidé de la confronter. Il faut qu'on parle, ai-je dit. De quoi, a-t-elle répondu, levant à peine les yeux de son téléphone. C'est vendredi soir. Ai-je commencé. Le vendredi était notre soirée en amoureux, mais dernièrement, tu es sorti jusqu'à presque 4 heures du matin. Que se passe-t-il? Je ne te vois presque plus. Elle a soupiré lourdement, comme si j'étais déraisonnable. Les filles et moi aimons nous détendre avec quelques verres, peut-être danser un peu, c'est tout. Ces clubs ferment généralement vers 1 heure du matin, ai-je rétorqué. Que fais-tu jusqu'à 4 heures? Elle a hésité. Parfois, nous allons manger un morceau après, a-t-elle dit sèchement. Jusqu'à 4 heures du matin, parfois. Je l'ai regardé, ma frustration bouillonnant. Ça doit cesser. Tu dois faire un choix. Soit tu es ma femme, soit tu es leur ami. Elle te voit déjà plus que moi. Je n'avais rien contre une soirée entre filles, mais maintenant, j'ai l'impression que tu profites de moi. Son expression s'est adoucie. Je suis désolé si cela te dérange à ce point. J'arrêterai de sortir le vendredi. Je pense que c'est une bonne idée, ai-je dit, soulagé.
comme me ça, nous pourrons passer du temps ensemble comme avant. Elle a acquiescé et est allée prendre une douche. Dès que j'ai entendu l'eau couler, j'ai pris son téléphone dans son sac et j'ai rapidement installé une application de localisation de téléphone. Une partie de moi me haïssait de le faire, mais j'avais besoin d'être tranquille d'esprit. Les choses ont été calmes pendant quelques semaines. Lucie a réduit ses sorties et nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Mais ça n'a pas duré. Assez vite, elle a repris ses vieilles habitudes, sortant les mercredis et vendredis soirs. Ce vendredi-là, après le travail, j'ai lancé l'application de localisation pour voir où elle était. Je me suis nettoyé, j'ai mis une chemise propre et je me suis dirigé vers l'endroit que l'application m'indiquait. Ce n'était pas un club chic, plutôt un bar avec un DJ et une petite piste de danse. Quand je suis entré, il n'a pas fallu longtemps pour la repérer. Lucie était assise à une table avec un groupe de 4 femmes et 3 hommes. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était la façon dont elle se comportait avec l'un des gars assis à côté d'elle. Elle riait à ses blagues, se penchant plus près qu'elle n'aurait dû trop près. Et elle était vêtue de manière beaucoup plus provocante que lorsqu'elle avait quitté la maison ce matin-là. Ils ne m'ont pas remarqué avant que je ne sois debout juste à leur table. Tout le monde, sauf Lucie, a levé les yeux, surpris. Le gars assis à côté d'elle, celui avec qui elle était si amicale, a été le premier à parler. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-il demandé, son ton empreint d'arrogance, comme s'il était prêt à se battre. « Je viens de finir le travail et j'ai pensé prendre une bière » ai-je dit calmement, mes yeux fixés sur Lucie. Elle a finalement levé les yeux, son visage mêlant choc et embarras. « Alors, j'entre dans ce bar et regardez ce que je trouve. Vous ne allez pas me présenter à vos amis » Lucie s'est tortillée sur sa chaise, clairement mal à l'aise. « Tout le monde, voici Stan » a-t-elle dit maladroitement. « C'est mon mari » a-t-elle ajouté comme une pensée après coup. « Eh bien, bonjour tout le monde » ai-je dit, mon ton dégoulinant de sarcasme. C'est alors que j'ai remarqué sa main gauche, pas d'alliance, pas de bague de fiançailles. « Tu as oublié quelque chose » ai-je demandé, mes yeux fixés sur son doigt nu. Lucie a baissé les yeux sur sa main, cherchant une excuse. « J'ai enlevé mes bagues pour ne pas les perdre » a-t-elle balbutié. Je n'ai pas cru un mot, mais j'ai laissé tomber pour l'instant. « Je vois » ai-je dit, gardant ma voix neutre. Le gars à côté d'elle s'est levé, bombant le torse comme s'il voulait prouver quelque chose. Il a tendu une main vers moi. « Jake » a-t-il dit, sa poignée de main ferme mais pas intimidante. « Jake Rollins. Lucie et moi travaillons beaucoup ensemble » a-t-il dit avec un sourire en coin, provoquant un petit rire du reste du groupe, sauf Lucie qui avait l'air de vouloir se cacher sous la table. J'ai serré sa main, mais quand il a essayé de serrer la mienne, j'ai rendu l'appareil avec une poigne qui a fait crisper son visage de douleur. J'ai lâché prise après un instant, et il s'est frotté la main, essayant de cacher son inconfort. « J'allais justement demander à ta femme de danser » a-t-il dit, son sourire en coin de retour. « Si ça ne te dérange pas » j'ai regardé Lucie. « C'est vrai » lui ai-je demandé, ma voix calme mais perçante. Elle a hésité, puis a hoché la tête. « Oui » a-t-elle dit doucement. J'ai décidé de jouer le jeu, espérant obtenir plus d'informations sur ce qui se passait réellement. « Bien sûr » ai-je dit en hochant la tête. « Vas-y. N'oublie juste pas que c'est ma femme, et je te surveillerai. » Jake a acquiescé, et Lucie a glissé hors de sa chaise en se dirigeant vers la piste de danse avec lui. J'ai pris la place de Jake à la table et j'ai commandé une bière. La majeure partie du groupe s'est dispersée, me laissant seul avec l'une des femmes. « Tu ne lui appartiens pas, tu sais » a-t-elle dit après un instant, brisant le silence gênant. « Et vous êtes » ai-je demandé en me tournant vers elle. « Marie » a-t-elle répondu, prenant une gorgée de sa boisson. « Marie Conton. J'ai été le mentor de Lucie, je lui ai montré les ficelles du métier au cabinet. »« Eh bien, Marie Conton » ai-je dit en imitant délibérément la façon dont elle s'était présentée, « qui êtes-vous pour me donner des conseils matrimoniaux ?»« Je suis l'amie de Lucie » a-t-elle dit d'un ton calme, et comme je l'ai dit, je l'ai encadrée. Les associés du cabinet apprécient son travail et ont de grands projets pour elle. Son ton suffisant m'irritait. Je ne pouvais qu'imaginer le genre d'idées qu'elle avait pu semer dans la tête de Lucie. « Eh bien, Marie » ai-je dit en me penchant légèrement, je n'ai jamais prétendu posséder Lucie, mais je suis son mari. Si quelque chose se passe qui interfère avec notre mariage. J'ai le droit de le savoir. Marie a souri légèrement.
La vérité, Stan, c'est que Lucie a besoin d'élargir ses horizons. Tout ce qu'elle a connu, c'est l'université et toi. Elle mérite, tu sais, de déployer un peu ses ailes. Déployer ses ailes, hein? Ai-je dit, ma voix acérée. Y a-t-il autre chose qu'elle a besoin de déployer, comme, peut-être, ses jambes? Il n'y a pas besoin d'être grossier, a dit Marie, son ton glacial. Mais puisque tu en parles, oui, peut-être. Peut-être a-t-elle besoin d'expérimenter d'autres choses. Bien sûr, tu en profiterais à long terme. Oh, vraiment? Comment ça? Marie a souri. Eh bien, peut-être qu'elle apprendra une chose ou deux qu'elle pourra te ramener à la maison. J'ai serré la mâchoire, gardant mon calme. Je vois, ai-je dit. Après tout, a continué Marie, tu t'en envoies sûrement une petite aventure quand tu es loin pour le travail, n'est-ce pas? Non, Marie, je ne le fais pas, ai-je dit fermement. Je vais travailler, je fais mes heures, je suis payé et je rentre à la maison. J'aime Lucie et je n'ai jamais rien fait pour la blesser ou mettre en péril notre mariage. Marie s'est penchée en arrière sur sa chaise, son sourire suffisant ne faiblissant jamais. Eh bien, peut-être qu'il est temps que tu élargisses un peu tes horizons, a-t-elle dit. Sérieusement, ai-je dit, gardant un ton ferme. Et je fais confiance à Lucie pour faire de même. Je ne vois pas de bague à votre doigt. Avez-vous déjà été marié? Une ou deux fois, en fait, a dit Marie nonchalamment, haussant les épaules. Laissez-moi deviner, ai-je dit en me penchant. Vos maris vous ont surprise en train de tromper, n'est-ce pas? Elle a souri en haussant les épaules à nouveau. Oui. Alors, personne ne me possède. Je fais ce que je veux, avec qui je veux. Eh bien, Lucie est prise, ai-je dit fermement, la regardant droit dans les yeux. Et j'attends de vous que vous respectiez ça. Elle a gloussé. Oui, continue de le penser, a-t-elle dit avec un sourire suffisant. À ce moment-là, Jake et Lucie sont revenus de la piste de danse. Je me suis levé pour faire de la place à Lucie entre Marie et moi, puis je me suis rassis, empêchant Jake de reprendre son ancienne place à côté d'elle. Il n'avait pas l'air content, mais je m'en moquais. Alors, Lucie me dit que tu es soudeur, a dit Jake, brisant la tension. Quoi? Combien gagnent les soudeurs ces jours-ci? 15 $ de l'heure. En fait, je gagne plus de 35 $ de l'heure, ai-je répondu, plus si je travaille sous l'eau. Lucie ne t'a pas dit que je lui avais payé ses études? Jake haussa un sourcil, manifestement surpris. Tu lui paies ses prêts étudiants, alors? Non, ai-je dit, elle n'a pas de prêts étudiants parce que je lui ai tout payé. Je lui ai aussi acheté la nouvelle Toyota qu'elle conduit. Bon sang, dit Jake, son ton basculant vers un étonnement fin. Je ne savais pas que les soudeurs gagnaient autant. Je suis dans le mauvais créneau. Je parie que tu as beaucoup de femmes quand tu pars en déplacement, hein? Il me donna un coup de coude en souriant. Je me suis tourné vers lui, mon expression froide. Non, je travaille quand je pars en déplacement. Je fais des journées de 16 heures, je suis payé et je rentre à la maison. Comme je l'ai dit à Marie, je prends mes vœux de mariage très au sérieux. J'en suis sûr, dit Jake avec un sourire suffisant. La conversation commençait à m'agacer et toute la scène commençait à me mettre en rogne. Je me suis tourné vers Lucie. C'est toi qui as conduit ce soir? Ai-je demandé. Oui, dit-elle d'une voix calme. Bien, ai-je dit en me levant, parce que j'ai eu autant de plaisir que je pouvais en supporter pour une seule nuit. Je rentre à la maison. Je m'attends à te voir juste derrière moi. Au moment où je me levais, ma main a accidentellement renversé ma bière glacée presque pleine, la répandant partout sur les genoux de Jake. Son pantalon kaki était trempé. Oups, ai-je dit, sans prendre la peine de cacher le sourire narquois sur mon visage. Désolé pour ça. Je suppose que tu ferais mieux de rentrer chez toi et de changer de pantalon. Jake sauta, furieux, les poings serrés, et il semblait sur le point de me frapper. Tu ferais mieux que ça compte, mon pote, ai-je dit en le défiant du regard, parce que je te promets que je te mettrai la face dans la terre avant d'avoir fini. Le regard dans mes yeux a dû le faire réfléchir, parce qu'il recula, grommelant dans sa barbe. Bonne décision, lui ai-je dit, me tournant vers Lucie. Tu viens? Je suis juste derrière toi, dit-elle doucement. Alors que je sortais du bar, je sentais le regard de Marie me brûler le dos. Si les regards pouvaient tuer, j'aurais été mort sur le coup. Lucie est arrivée sur l'allée quelques minutes après moi. Bien pour elle, ai-je pensé.
J'ai pris une bière dans le frigo et l'ai attendue dans le salon. Elle est entrée en trombe, le visage rouge de colère. C'était quoi, ce bordel? A-t-elle exigé. T'es. M'a foutu la honte. Je t'ai mis la honte? Ai-je dit, gardant ma voix calme mais ferme. Tu me suivais ou quelque chose? J'ai secoué la tête. Non, je cherchais juste à prendre une bière et il se trouve que je t'ai vu là avec tes amis du travail. Les mots sont sortis doucement, mais j'ai réalisé avec une pointe de culpabilité que c'était la première fois que je lui mentais. Si quelqu'un devrait avoir honte, c'est moi, ai-je continué. Imagine ce qui m'est passé par la tête quand j'ai vu ma femme, l'amour de ma vie, ma meilleure amie, assise là avec un type qui semblait n'attendre qu'une chose, lui sauter dessus. Et pour couronner le tout, j'ai remarqué que tu avais enlevé ta bague de mariage. C'était comme si tu avais honte d'admettre que tu es marié à moi. C'est ça? Son expression s'adoucit et elle s'assit à côté de moi. Bien sûr que non, dit-elle doucement. C'est juste que je dois travailler avec ces gens. J'ai qu'est l'avocat avec qui je travaille le plus et Marie, ai-je demandé, quel est son rôle? Elle est plus haut dans la hiérarchie que moi, a expliqué Lucie. Elle me mentorait, me montrant les ficelles du métier. Est-ce que ça inclut les conseils conjugaux? Ai-je demandé en plissant les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-elle demandé en fronçant les sourcils. Eh bien, pendant que toi et Jacques dansiez, elle me racontait toutes sortes de conneries sur la façon dont tu devais élargir tes horizons et déployer tes ailes. Je lui ai demandé si ça incluait d'écarter les jambes aussi, et elle l'a presque admis. Le visage de Lucie devint pâle. Sois honnête avec moi, ai-je dit, ma voix stable. M'as-tu trompé? Non, je ne l'ai pas fait, dit-elle en regardant ses genoux. Pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux et mon estomac se noua. Mentait-elle? J'espérais que non. La tromperie était la seule chose que je ne pourrais jamais pardonner. Marie a dit qu'il était possible que tu penses que je fais la même chose pendant mon absence. C'est ça? C'est ce qui te passe par la tête? Non, Stan, dit-elle rapidement. Je ne pense pas ça. Je sais que tu ne le ferais pas. Alors quoi? Ai-je pressé? Elle soupira, hésitant. J'aime sortir avec eux, a-t-elle finalement admis. Eh bien, j'aime sortir avec toi, ai-je dit. Penses-tu que tu pourrais recommencer à passer du temps avec ton mari? Bien sûr, dit-elle en enroulant ses bras autour de mon cou. Je suis désolé. C'est bon, ai-je dit doucement. Tu sais, il n'y a que 3 choses que j'ai toujours voulu dans la vie. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, son ton plus léger maintenant. Premièrement, être marié à toi, deuxièmement, être le meilleur soudeur du coin, et troisièmement, avoir une famille avec toi, ai-je dit. Lucie sourit chaleureusement et se blottit contre moi. Eh bien, tu as déjà les 2 premières. Tu veux travailler sur la 3e? Je n'ai pas pu m'empêcher de lui rendre son sourire. Allons-y, ai-je dit. Nous avons couru vers la chambre en riant comme des enfants et avons passé le reste de la nuit à faire l'amour. Pendant les 2 mois suivants, les choses semblaient enfin rentrer dans l'ordre. Lucie restait à la maison le vendredi et je faisais un effort conscient pour être plus attentif et aimant. J'évitais de mentionner Marie ou Jacques, décidant de faire confiance à Lucie pour prendre les bonnes décisions. Mais alors, c'est arrivé. Un vendredi soir, je suis rentré à la maison pour trouver la maison sombre, à l'exception de la lumière vacillante des bougies sur la table de la salle à manger. L'air était rempli du riche arôme de lasagne et j'ai immédiatement deviné que Lucie avait prévu quelque chose de spécial. Quand je suis entré dans la salle à manger, j'ai vu la table dressée avec notre plus belle vaisselle. Me retournant, je me suis figé. Elle était là, ma femme, vêtue de l'une des robes les plus courtes que j'ai jamais vues. Elle savait que j'adorais ses jambes et ce soir, elle les exhibait dans toute leur splendeur. La robe couvrait à peine sa poitrine et était entièrement dos nu. Elle s'est approchée de moi, a enroulé ses bras autour de mon cou et m'a attiré dans un baiser profond, ses lèvres chaudes et invitantes. « Tu aimes ce que tu vois » a-t-elle demandé, sa voix douce et séductrice. J'ai hoché la tête, souriant comme un idiot. « Oh oui » ai-je dit en admirant sa silhouette. « Je suis contente. Ce soir va être très spécial. » Pourquoi ça? Ai-je demandé en haussant un sourcil. C'est une surprise, dit-elle avec un sourire malicieux. Va te rafraîchir, puis reviens et assieds-toi pendant que je finis le dîner. Je suis allé à la chambre,
j'ai enlevé mes vêtements de travail et je me suis lavé. Quand je suis revenu, Lucie avait servi les lasagnes et nous avait versé un verre de vin à chacun. J'adorais sa cuisine, surtout ses lasagnes qui dégoulinaient toujours de fromage et étaient remplies de viande et de champignons. Je ne sais pas ce qui est le plus tentant, toi ou la lasagne, ai-je dit en souriant en m'asseyant. Lucie ricanait, ses joues rougies. Eh bien, j'espère que tu apprécieras les deux ce soir, dit-elle avec un sourire espiègle. Je me suis mis à manger, savourant chaque bouchée. La nourriture était incroyable et le vin ajoutait juste la bonne touche. J'ai siroté lentement, ne voulant pas en abuser. Je savais ce que la nuit promettait et je voulais être pleinement présent pour cela. Mais alors, quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à me sentir la tête légère, ma vision se brouilla et une étrange vertige m'envahit. Quand j'ai essayé de me lever, mes jambes flageolaient et je faillis tomber. Confus, j'ai regardé Lucie. Que est-ce que tu as fait? Ai-je réussi à marmonner avant que le monde ne devienne noir? Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans notre chambre. Mon cœur se serra quand j'ai réalisé que j'étais nu et ligoté à une chaise avec des colliers de serrage. Mes bras et mes jambes étaient fermement attachés et quelque chose était attaché autour de ma taille. En regardant vers le bas, j'ai vu mon membre viril piégé dans un étrange tube métallique. Qu'est-ce que c'est que ça? Marmonnai-je, la rage bouillonnant en moi. Lucie! Ai-je crié, ma voix résonnant dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Quelques instants plus tard, Lucie entra dans la pièce, mais elle n'était pas seule. Marie était avec elle, un air suffisant plaqué sur son visage. Quel genre de jeu tordu est-ce? Ai-je exigé en les fusillant du regard toutes les deux. Délivrez-moi de cette chaise tout de suite. Marie s'avança, sa voix calme mais condescendante. Oh, chérie, c'est pour ton bien. Pour le bien de quoi? Ai-je claqué. Pour que tu puisses voir ta femme élargir ses horizons, dit Marie d'un ton d'un calme glacial. Élargir ses horizons? Ai-je grogné. C'était ton idée de me droguer et de me ligoter à cette chaise? Bien sûr, dit Lucie en évitant mon regard. Tu n'aurais jamais accepté volontairement, alors j'ai dû te convaincre. Me convaincre? Ai-je aboyé, incrédule. Et c'est quoi, ce truc sur moi? C'est une cage de chasteté, expliqua Lucie d'un ton étrangement détaché. Elle est conçue pour me donner le contrôle, pour te faire savoir qui dirige ce mariage. Je la regardais, l'incrédulité et la fureur se heurtant dans ma poitrine. Lucie, c'est insensé. Je t'ai dit que la tromperie était la seule chose que je ne pourrais jamais pardonner. Détache-moi tout de suite ou c'est fini entre nous. Marie s'approcha, tenant une sorte de bâillon dans sa main. Avant que je ne puisse réagir, elle me le fourra dans la bouche, le serrant fermement. Tu dois te calmer, dit-elle froidement, et laisser ta femme s'amuser avec un vrai homme. J'ai secoué la tête, essayant d'empêcher Marie de me forcer le bâillon dans la bouche, mais je n'y suis pas parvenu. Mes tentatives de me libérer de la chaise furent vaines. Les colliers de serrage tenaient fermement. Marie s'éloigna, se dirigeant vers la porte de la chambre. Quelques instants plus tard, Jake et un autre homme du bureau de Lucie entrèrent dans la pièce, souriant d'un air suffisant en me voyant ligoter. Eh bien, dit Jake en ricanant, le cocu est prêt pour son initiation. Il n'est pas très coopératif, dit Marie avec un haussement d'épaule. Vraiment? Peut-être que ça aidera, dit Jake. Avant que je ne puisse réagir, Jake prit du recul et me frappa au visage. La force du coup me laissa étourdi et avant que je ne puisse récupérer, il me frappa à nouveau. J'ai goûté le sang dans ma bouche alors que la rage me traversait. Ne le blesse pas, hurla Lucie. Tu m'as promis que tu ne le blesserais pas. Jake lui lança un regard moqueur. Je lui dois ça pour avoir ruiné mon pantalon. Maintenant, il va regarder pendant que je baisse sa femme. Sur ce, Jake saisit Lucie par la robe et la lui arracha du corps. Enlève cette culotte, ordonna-t-il. J'ai secoué violemment la tête, essayant de crier à travers le bâillon, mais Lucie, évitant mon regard, tendit ses sous-vêtements à Jake qui les jeta de côté. Alors que je regardais avec horreur, Lucie s'agenouilla devant Jake et commença à accomplir un acte intime, ses yeux se fixant sur les miens. Ma colère était écrasante, ma haine brûlant plus fort à chaque seconde qui passait. Jake et Marie riaient de mon inconfort visible. Elle est assez douée, remarqua Jake avec un sourire suffisant. Peu de temps après, Jake termina, mais Lucie n'avait pas fini.
Elle tourna son attention vers l'autre homme dans la pièce. Mon estomac. Mon estomac se serrait tandis que je la regardais. Tu aimes voir ça, n'est-ce pas? Demanda Marie en me fourrant son téléphone au visage, filmant tout. Je la fusillai du regard, secouant la tête. À vous, insista TL. Je refusai, la regardant avec hostilité. Une fois que Lucie eut fini avec le second homme, Jake la conduisit au lit. Maintenant, place au clou du spectacle, dit-il avec un regard sournois dans ma direction. Je détournai la tête, incapable de regarder. Vas-y, encouragea Marie. Jake grogna en commençant, et Lucie gémit en réponse. Oh. Ça fait tellement de bien, dit Lucie à bout de souffle. Mieux que ton mari, demanda Jake d'un ton moqueur. Oh oui, tellement mieux, répondit Lucie, sa voix dégoulinante de satisfaction. Les larmes coulaient sur mon visage. À cet instant, tout l'amour qui me restait pour Lucie s'évapora. J'avais lu des récits de Marie dans des situations similaires ressentant autre chose que de la douleur, peut-être même de l'acceptation, mais tout ce que je ressentais était une haine brûlante. J'essayais de chasser ces pensées, de me concentrer sur autre chose, mais c'était impossible. Jake et les autres se relayèrent avec Lucie pendant l'heure suivante, tandis que Marie filmait tout en riant sans arrêt. Quand ils eurent enfin terminé, ils se levèrent tous et s'approchèrent de moi. « Tu as aimé le spectacle, chérie ?» demanda Lucie d'un ton moqueur. Ils éclatèrent tous de rire. « Ce n'était pas si mal, n'est-ce pas ?» railla Marie. Jake et l'autre homme écartèrent Marie et Lucie. « Assure-toi d'avoir ça », dit Jake à Marie, désignant son téléphone. Avant que je ne réalise ce qui se passait, les deux hommes urinèrent sur moi, s'assurant que mon visage était trempé de leur urine. J'eus des hauts le cœur, luttant pour retenir l'envie de vomir. Lucie rit tandis qu'il m'humiliait. Quand ils eurent fini, Jake se pencha près de moi, sa voix basse et menaçante. « Si tu dis ou fais quoi que ce soit, je jure que je ferai de ta vie un enfer. Désormais, ta femme m'appartient. Je viendrai quand je voudrai, ferai ce que je voudrai. Compris ?» Il se redressa, faisant signe aux autres. « Allons-y, » dit Jake, ouvrant la voie. Après leur départ, Marie s'approcha de moi, son expression froide et calculatrice. « Ne pense même pas à causer des problèmes. » Jake ne plaisantait pas. « Ce que tu viens de vivre, c'est un jeu d'enfant comparé à ce que nous pouvons te faire, tu comprends ?» Je la fusillai du regard, mais ne répondis rien. Elle se tourna vers Lucie. « Attends que je sois parti, puis libère-le. S'il te cause des problèmes, appelle-moi. » Lucie hocha la tête en silence. Une fois Marie partie, Lucie retira le bâillon de ma bouche et coupa les liens autobloquants qui me retenaient à la chaise. Elle prit une petite clé sur la table de chevet et retira la cage métallique attachée à moi. Elle hésita, ayant l'air de vouloir dire quelque chose, mais je la coupai. « Mets des vêtements, ordonnai-je, ma voix froide et sans émotion. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle nerveusement alors que je prenais mon téléphone et commençais à composer un numéro. « Qu'est-ce que j'ai l'air de faire ?» répliquai-je sèchement. « J'appelle la police. » Ses yeux s'écarquillèrent de panique. « Non, ne porte pas plainte. Je ne veux pas aller en prison. » Je la fusillai du regard, ma voix un grondement sourd. « Crois-moi, après ce que tu as fait, la prison est l'endroit le plus sûr pour toi en ce moment. Si j'avais le choix, tu n'y arriverais même pas. Tu supplierais la faucheuse d'apparaître. Mais je ne te laisserai pas partir. Je n'irai pas en prison pour toi. » Son visage pâlit. « Tu as entendu ce que Jake et Marie ont dit, supplia-t-elle. Ils sont sérieux, tu ne veux pas te frotter à eux. Habille-toi, dis-je, l'ignorant. Lucie me regarda et dut réaliser qu'elle ne changerait pas d'avis. Elle prit silencieusement des vêtements et les enfila, évitant mon regard tout le temps. Je m'assis et attendis l'arrivée de la police, sachant qu'ils voudraient examiner les preuves et prélever des échantillons des fluides qui me recouvraient. Tandis que Lucie allait s'habiller, je sentis son téléphone vibrer dans ma poche. En le sortant, je vis un message de Marie, « Tout va bien ?» Je répondis rapidement, « Tout va bien, il n'est pas très content mais gère la situation », espérant qu'elle croirait à la supercherie. Je glissai le téléphone dans ma poche juste au moment où Lucie entra dans le salon. La police était arrivée. J'ouvris la porte et les laissai entrer. Il leur suffit d'un seul regard sur mon visage pour qu'ils comprennent que c'était sérieux. Un officier commença à recueillir ma déclaration tandis que l'autre se rendit dans la chambre pour parler à Lucie.
L'officier qui recueillait ma déclaration préleva soigneusement des échantillons des substances sur mon visage, les plaçant dans des sacs scellés pour preuve. Il appela également une ambulance. Quelques minutes plus tard, le second officier revint et les deux sortirent pour se concerter brièvement avant de rentrer. Le second officier retourna dans la chambre et en ressortit quelques instants plus tard avec Lucie, les bras menottés derrière le dos. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle suppliait, « S'il vous plaît, ne les laissez pas m'arrêter. C'était juste pour le plaisir. » Je secouais la tête et me détournais d'elle, dégoûté. À ce moment-là, 2 autres voitures de patrouille étaient arrivées, ainsi qu'une ambulance. Une policière escorta Lucie hors de la maison, ignorant ses sanglots. L'officier qui recueillait ma déclaration se tourna vers moi. « Elle est en état d'arrestation pour détention illégale, vous avoir drogué et agression sexuelle. Nous aimerions que vous alliez à l'hôpital pour être examiné. Nous aurons besoin d'échantillons de sang et d'urine pour déterminer quelle substance a été utilisée sur vous. Vous devriez également envisager de demander une ordonnance de protection, ajouta-t-il en me tendant une carte. C'est pour la procureure adjointe chargée de votre dossier. Son nom est Linda Callaway. Je lui ai déjà parlé et elle vous rejoindra à l'hôpital. » J'acquiesçai. Merci. Les ambulanciers me firent un bref examen avant de me transporter à l'hôpital. Une fois aux urgences, l'équipe médicale me nettoya, préleva d'autres écouvillons et échantillons pour les preuves, et effectua des analyses de sang et d'urine pour identifier la drogue qui m'avait été administrée. Ils me donnèrent également des analgésiques, qui commençaient tout juste à faire effet. C'est alors qu'une femme bien habillée entra dans la pièce. « Monsieur Shipman » demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme. « C'est moi » dis-je en me redressant légèrement. « Je suis Linda Callaway, la procureure adjointe assignée à votre dossier. Comment vous sentez-vous » Je soupirai. J'ai connu mieux. Les antidouleurs aident un peu, cependant. Elle hocha la tête avec sympathie. Les policiers m'ont briefé sur ce qui s'est passé. J'ai également été informé que l'autre femme et les 2 hommes impliqués ont été arrêtés. Ils sont actuellement détenus à la prison du comté en attendant leur audience. Je demanderai leur placement en détention provisoire sans caution, mais étant donné l'influence de leur employeur dans ce comté, ils seront probablement libérés sous leur propre caution. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Alors, ils vont s'en tirer comme ça, demandai-je amèrement. Elle fronça les sourcils. Malheureusement, c'est une possibilité. C'est pourquoi j'ai déjà déposé une demande d'ordonnance de protection en votre nom. Merci, dis-je doucement. Vous pensez que ça aidera vraiment ? Elle haussa les épaules. Ça pourrait, mais il n'y a aucune garantie. J'acquiesçai, frustré mais résigné. Je comprends. Je ne suis qu'un gars de la classe ouvrière sans relation. Quand les choses se compliquent, je suis seul. Son expression se durcit. Vous n'êtes pas seul, monsieur Shipman. Vous m'avez. Tant que vous ne faites rien d'imprudent. Je lâchai un rire creux. Ne vous inquiétez pas, la seule chose que je vais faire est de demander le divorce. J'en ai fini avec elle. Elle me fit un petit signe de tête compréhensif. C'est probablement pour le mieux. Vous voudrez peut-être engager un avocat spécialisé dans le divorce le plus tôt possible. Je m'en occuperai, dis-je fermement. L'hôpital prévoit de vous garder une nuit pour observation, continua-t-elle. C'est probablement pour le mieux, puisque votre appartement est maintenant une scène de crime. Il faudra du temps aux enquêteurs pour tout traiter et recueillir les preuves. Puis, presque comme une pensée après coup, elle demanda, « Possédez-vous une arme ?» Je secouai la tête. Non. Après que mon jeune frère se soit accidentellement tiré une balle dans la jambe avec le vieux .22 de mon père s'est débarrassé de toutes ses armes. J'ai décidé qu'il valait mieux ne pas en avoir. Elle hocha la tête. C'est juste. Juste pour que vous sachiez, cet État a de solides lois sur la doctrine du château. Vous êtes tout à fait en droit de vous défendre chez vous si nécessaire. Je garderai cela à l'esprit, répondis-je. Et les drogues ? En avez-vous dans votre appartement ? Non, dis-je sèchement, mais apparemment, je ne peux pas en dire autant de ma femme. Elle soupira. Bon à savoir. Je m'assurerai que les enquêteurs en soient informés. Sur ce, elle partit et l'épuisement m'envahit. Je m'endormis et ne me réveillai que lorsque l'on me conduisit dans une chambre privée. Une fois que les infirmières m'eurent installé, elles me donnèrent d'autres médicaments et je dormis profondément toute la nuit.
Le lendemain matin, mes parents arrivèrent après que j'ai terminé le petit déjeuner. Ils s'assirent en silence tandis que je leur racontais tout ce qui s'était passé. Quand j'eus fini, le visage de mon père était rouge vif de colère, ses poings serrés. Finalement, il demanda « Qu'est-ce que tu vas faire, mon fils ?» Je le regardai droit dans les yeux et dis sans hésitation « Je divorce de cette sorcière. » Il hocha la tête en signe d'approbation. « Bien pour toi. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ? » J'aurais besoin du nom d'un bon avocat spécialisé dans le divorce, dis-je. Je connais quelques personnes. Laisse-moi voir ce que je peux trouver. Autre chose ? J'aurais aussi besoin qu'on me raccompagne à la maison après ma sortie, dis-je. P. A de problème, dit-il. Appelle-moi quand tu seras prêt. En attendant, repose-toi et prends soin de toi. Ne fais rien de stupide. Tu me connais, dis-je avec un léger sourire. Oui, je te connais, répondit-il en souriant en retour. C'est pourquoi j'ai dit de ne rien faire de stupide. Nous avons tous bien ri et mes parents sont partis après que ma mère m'ait fait un long câlin. Quelque temps plus tard, les parents de Lucie vinrent me voir. Je m'étais toujours bien entendu avec eux, ils étaient comme une seconde paire de parents pour moi, mais cette fois, l'atmosphère était lourde. J'expliquai ce qui s'était passé la nuit précédente et ils écoutèrent, choqués et embarrassés. Je suppose que vous allez demander le divorce, dit son père après une longue pause. J'acquiesçai. Oui, je ne peux pas vivre avec ce qu'elle a fait. Je comprends, dit-il doucement, son visage marqué par la honte. Et je suis vraiment désolé. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire, demanda sa mère, sa voix tremblante. Si Lucie sort de prison, elle aura besoin d'un endroit où loger. La procureure adjointe obtient une ordonnance de protection pour qu'elle ne puisse pas rester à l'appartement. Elle peut venir rester avec nous, dit immédiatement sa mère. Merci, dis-je, sincèrement reconnaissant. Nous nous sommes dit au revoir et ils sont partis. Quelques heures plus tard, le médecin vint me voir. Après un bref examen, il me déclara apte à sortir. Les infirmières commencèrent à préparer les papiers, ce qui, je le savais, prendrait un certain temps. J'ai donc appelé mon père pour lui faire savoir que j'étais prêt. Mes parents sont arrivés juste au moment où les formalités étaient terminées. Après que l'infirmière m'ait donné mes instructions, elle m'a conduit en fauteuil roulant jusqu'à la zone de chargement où la voiture de mon père attendait. Ils m'ont aidé à monter dans la voiture et nous sommes rentrés en silence. Quand nous nous sommes arrêtés devant l'appartement, mon père m'a accompagné jusqu'à la porte. « N'oublie pas, a-t-il dit avant de partir, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle. » « Merci papa, ai-je dit. » À l'intérieur, l'appartement était en désordre. La police avait fouillé partout et il faudrait un certain temps pour tout remettre en ordre. En regardant autour de moi, j'ai remarqué une lumière clignotante sur le répondeur. J'ai appuyé sur lecture. « Chère morte » disait le message. Pas d'introduction, pas d'explication, rien. J'ai vérifié l'identification de l'appelant, mais le numéro était privé. Quelque chose dans la voix me semblait familier. J'ai réécouté le message plusieurs fois et puis ça a fait tilt. La phrase n'avait pas été prononcée directement dans le téléphone, c'était un enregistrement. J'ai reconnu une réplique d'un des vieux films de Rocky, en particulier celui avec Monsieur T. Au moment où je mettais ça bout à bout, la sonnette a retenti. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas et j'ai vu une jeune et jolie brune debout dehors. Elle me semblait vaguement familière. Après un instant, je me suis souvenu l'avoir vue au club la première fois que j'avais rencontré Jack. Je n'ai vu personne d'autre avec elle, mais je ne voulais pas prendre de risques. J'ai pris mon téléphone portable de ma poche, activé l'appareil photo et l'ai mis en mode enregistrement, puis je l'ai remis dans la poche de ma chemise. J'ai entrouvert la porte, la chaîne de sécurité toujours en place. « Oui » ai-je demandé. « Monsieur Shipman » a-t-elle dit doucement. « C'est moi. »« Et vous êtes ?» ?»« Holly Brinkman. »« Je travaille avec votre femme. »« Puis-je entrer, s'il vous plaît ? » ?»« Êtes-vous seul ? » ?»« Oui, je le suis. » J'ai refermé la porte juste assez longtemps pour décrocher la chaîne, puis je l'ai rouverte pour la laisser entrer. Une fois qu'elle fut à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte derrière elle. « Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Brinkman » ai-je demandé. « Appelez-moi Holly, s'il vous plaît » a-t-elle dit. « Très bien, Holly. Que puis-je faire pour vous » Elle m'a tendu une enveloppe manille. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Ouvrez-la »
s'il vous plaît, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu 2 photos à l'intérieur. Posant l'enveloppe sur la table basse, je me suis excusé et suis allé dans la cuisine prendre une paire de gants en latex. Je ne voulais pas risquer de laisser mes empreintes sur quoi que ce soit. Quand je suis revenu, j'ai sorti les photos et j'ai figé. L'une montrait l'image crue d'un homme mort à genoux, les mains liées derrière le dos. La seconde montrait le même homme sous un angle différent. J'ai levé les yeux vers Oli, l'estomac révulsé. Qui est-ce? Des larmes coulaient sur ses joues. C'était mon mari, a-t-elle dit doucement. Il s'appelait Brian. Avez-vous signalé cela, ai-je demandé, ma voix sèche. Elle a hoché la tête. Oui, mais la police a conclu à un suicide. Comment? Vous ne comprenez pas. A-t-elle dit, sa voix tremblante. La firme pour laquelle nous travaillons, ils ont des amis très haut placés et très bas placés. Ils possèdent la majeure partie des forces de police et ont plusieurs juges sur leur liste de paix. J'ai serré la mâchoire. Je vois. Est-ce Jake qui a fait ça? Elle a haussé les épaules, impuissante. Je ne sais pas. Il l'a peut-être ordonné. Alors pourquoi êtes-vous toujours avec la firme, ai-je demandé, la frustration s'infiltrant dans mon ton. Je n'ai pas le choix, a-t-elle dit en baissant les yeux. Laissez-moi deviner, ai-je dit amèrement. Vous n'êtes pas juste une secrétaire juridique, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête, ses yeux remplis de douleur. C'est exact. Ils nous ont fait ce que Jake et Marie vous ont fait, sauf que mon mari, il s'en est pris à Jake et l'a payé de sa vie. Alors vous n'êtes en réalité qu'une prostituée pour la firme, n'est-ce pas, ai-je demandé sans détour. Oli a grincé des dents mais a hoché la tête. Oui. Mon travail est d'être disponible pour les avocats et leurs clients. Quel est le rôle de Marie dans tout ça? J'étais abattu. Elle est en quelque sorte la madame. Elle gère toutes nos missions, et oui, elle était en train d'ajouter Lucie à son écurie, a avoué Oli, sa voix à peine un murmure. J'ai ressenti une vague de nausée mais j'ai gardé mon calme. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil dans l'enveloppe manie et j'ai remarqué autre chose, un morceau de papier plié. Le sortant, je l'ai déplié pour y trouver une note grossière, les lettres découpées dans des magazines et des journaux et collées sur la page. Il était écrit « Recule ou ça pourrait être toi ». C'était si ridiculement cliché que j'ai presque ri, mais je me suis retenu. Avez-vous lu ceci? Ai-je demandé à Oli en brandissant la note. Elle a secoué la tête. Non. Ça a été déposé à mon appartement ce matin avec des instructions pour le livrer en main propre à cette adresse. Seriez-vous prête à raconter cela au procureur? Ai-je demandé. Oli a secoué la tête avec véhémence. J'aimerais bien continuer à vivre, si ça ne vous dérange pas. Vous n'avez aucune idée à quel point ces gens sont maléfiques, surtout Marie. Combien de personnes dans votre firme sont au courant de cela? Pratiquement tout le monde au-dessus du niveau de cadre intermédiaire, a-t-elle dit avec un sourire amer. Je m'en doutais, ai-je marmonné en posant la note sur la table basse. Très bien, Oli. Merci de m'avoir apporté cela. Je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé. Vous semblez être une personne vraiment bien. Lucie a de la chance de vous avoir comme amie. Merci de dire ça, a-t-elle dit doucement. Passez une bonne journée, ai-je ajouté en lui ouvrant la porte. J'ai regardé pendant qu'elle partait, m'assurant que personne d'autre ne rôdait à proximité. Une fois que la voie fut libre, j'ai fermé et verrouillé la porte. Ceci, avec le message vocal, avait fait escalader les choses. Oh, je comptais toujours divorcer de Lucie, mais ces menaces portaient les choses à un tout autre niveau. Une chose était certaine, quand j'en aurais fini avec Jake et sa bande, Lucie prierait pour la faucheuse. J'ai arrêté l'enregistrement vidéo sur mon téléphone et j'ai composé le numéro de Linda. Heureusement, elle avait écrit son numéro de portable personnel au dos de sa carte. C'est Linda Callaway, a-t-elle dit quand elle a répondu. Je lui ai parlé du message vocal et de l'enveloppe que Oli avait livrée. Cela change tout, a-t-elle dit sèchement. Je veux que vous m'apportiez ça tout de suite. Elle m'a donné son adresse et a mis fin à l'appel. À ce moment-là, je savais que je devais me tirer d'affaire pendant un certain temps. J'ai emballé suffisamment de vêtements et d'essentiels pour quelques jours et je les ai jetés sur la banquette arrière de mon F-150. Avant de partir, j'ai pris la cage à viande que Lucie avait utilisée sur moi et je l'ai jetée dans le camion. J'avais une idée et je voulais l'explorer davantage. J'ai aussi emballé certains de mes outils de soudure de base, juste au cas où. Ensuite,
j'ai appelé mon patron pour lui expliquer ce qui se passait et lui demander du temps libre. Le travail est fait et tu as une tonne de jours de congé accumulés, a-t-il dit sans hésitation. Prends tout le temps dont tu as besoin et règle ça. Merci patron, ai-je dit sincèrement. Après avoir tout vérifié, j'ai verrouillé l'appartement et j'ai conduit jusqu'au condo de Linda. Je suis arrivé en moins de 30 minutes. Quand Linda a vu les photos et la note, son expression est devenue sombre. J'ai aussi une vidéo de ma conversation avec la femme qui a apporté ça, lui ai-je dit. C'est assez révélateur. Laissez-moi voir, a-t-elle dit en se penchant en avant. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la vidéo. Oh mon Dieu, a-t-elle haleté quand elle a fini. Ça explique beaucoup de choses. Puis-je en avoir une copie? Je lui ai tendu mon téléphone pour qu'elle puisse se transférer le fichier. Quand elle a eu fini, je me suis souvenu que le téléphone de Lucie était toujours dans ma poche. Qu'est-ce que c'est? A demandé Linda quand je le lui ai tendu. C'est le téléphone de Lucie. Je l'ai pris la nuit où Jake m'a agressé et j'ai oublié que je l'avais. Peut-être que vous y trouverez quelque chose d'utile. Ses yeux se sont rétrécis pensivement. Je vais demander à notre équipe technique de l'examiner. À la réflexion, il faudra peut-être impliquer l'État ou même les fédéraux si ce que Holly a dit est vrai. Je ne peux pas faire confiance à notre propre service de police pour gérer ça. Elle m'a regardé. Que allez-vous faire? Je quitte la ville pour un moment, ai-je dit simplement. Elle a hoché la tête. Et la garde protectrice? Peut-être devrions-nous vous mettre sous protection des témoins. J'ai ri amèrement. Oui, bien sûr, pour que Jake et ses amis puissent savoir exactement où je suis. Non merci. D'accord, a-t-elle dit à contre-cœur. Mais faites-moi savoir où vous êtes, d'accord? J'ai accepté, sortant par la porte sans savoir exactement où j'allais. Je me suis arrêté à la banque pour retirer autant d'argent que possible, puis j'ai conduit sans but pendant un certain temps, vérifiant constamment mes rétroviseurs à la recherche de signes de filature. Les photos de ce pauvre homme, le mari de Holly, me hantaient. Je ne pouvais pas me débarrasser de la pensée que si je n'étais pas prudent, je finirais comme lui. Plus tard cette nuit-là, alors que je m'arrêtais sur une aire de repos, une idée m'est venue. J'ai passé un appel, espérant qu'il n'était pas trop tard. Après quelques sonneries, une voix rauque a répondu. Oui. Dave, c'est moi, Stan, ai-je dit. Dave était un vieil ami de longue date. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs chantiers et nous nous entendions très bien. Stan, espèce de vieux fils de, qu'est-ce qui se passe? La voix familière de Dave a résonné au téléphone. J'ai un petit problème et je me demandais si je pouvais dormir chez toi pendant quelques jours, ai-je dit. Bien sûr, mon pote. Viens. Fais-moi juste une faveur et prends quelques packs de 6 en chemin, tu veux? Pas de problème, mon pote. À dans quelques heures. À plus, a-t-il dit avant de raccrocher. Me sentant un peu mieux, je me suis engagé sur l'autoroute et j'ai pris la direction du nord. Un dépanneur a attiré mon attention en chemin, alors je me suis arrêté pour prendre quelques packs de 6, une glacière en polystyrène et de la glace pour garder la bière au frais. Pendant que j'y étais, j'ai rempli mon café et j'ai décidé de prendre quelques paquets de cigarettes. Normalement, je ne fumais pas dans l'appartement, mais je savais que Dave était un fumeur et j'ai pensé qu'il apprécierait le geste, après tout, il me laissait loger chez lui pendant un certain temps. Dave Brolin avait environ 15 ans de plus que moi et avait travaillé avec mon père il y a des années, c'est comme ça que nous nous étions rencontrés. Il restait chez nous chaque fois qu'il avait un travail dans notre région, et avec le temps, il est devenu comme un grand frère pour moi. J'ai beaucoup appris de lui en travaillant dans l'atelier de mon père. Dave n'avait pas eu une enfance facile, son père travaillait dans les chantiers navals et est décédé des complications causées par le mésothélium, dû à une exposition constante à l'amiante. Après la mort de son père, la sœur cadette de Dave, Beverly, était restée à la maison pour s'occuper de leur mère, décédée d'un cancer de l'estomac il y a environ 1 an. Je connaissais Beverly depuis longtemps, c'était une fille sérieuse, du genre la fille d'à accent grave côté et attrayante. Je ne lui ai jamais fait de avance, en partie à cause de mon amitié avec Dave et mon père, mais surtout parce que j'étais follement amoureux de Lucie à l'époque. Beverly et moi nous sommes toujours bien entendus, même si nous étions plus comme des frères et sœurs, nous taquinant constamment. Je ne l'avais pas vue depuis des années et j'étais curieux de voir comment elle avait changé. Comme moi, Dave s'était marié. Marié jeune mais a fini par divorcer après être rentré chez lui un jour et avoir trouvé sa femme avec l'un de ses collègues. Il ne s'est jamais remarié,
bien qu'il ait eu des rendez-vous occasionnels, la majeure partie de son temps était consacrée à s'occuper de Beverly qui vivait maintenant avec lui. Bien sûr, Beverly dirait que c'était elle qui s'occupait de lui. Je me suis garé devant la maison en rondin à 2 étages de Dave vers 2h30 du matin, j'ai pris mes affaires dans la glacière et me suis dirigé vers le porche. Dave m'a accueilli avec un sourire. « J'espère que tu as apporté de la bière », dit-il en s'emparant du paquet de cigarettes que je lui avais tendu. J'ai ri, bien sûr que oui. Il a ouvert la porte et m'a aidé à rentrer le reste de mes affaires. J'ai porté la glacière dans la cuisine et c'est là que j'ai remarqué une blonde magnifique qui descenda. Hit les escaliers. Elle portait un long t-shirt et un short de pyjama. « C'est qui cette bombe blonde ?» ai-je demandé à Dave, à moitié en plaisantant. Il a ri et la femme a levé les yeux au ciel. « Tu sais qui je suis, espèce de crétin ?» dit-elle sarcastiquement. J'ai eu un choc. Beverly. Ses jambes étaient musclées, ses cheveux atteignaient maintenant le milieu de son dos et elle avait pris des formes d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. « C'est vraiment toi ?» ai-je demandé, toujours confus. « Tu sais bien que c'est moi » dit-elle avec un sourire en coin. « Pourquoi es-tu là si tôt le matin ? Lucie t'a mis à la porte ou quoi ? » Pas vraiment, dis-je, une pointe de tension s'infiltrant dans ma voix. Son visage s'adoucit lorsqu'elle remarqua les bleus sur mon visage. Je suis désolé, Stan. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ? Pas vraiment, c'est pour ça que je suis ici, ai-je admis. Pourquoi tu ne prends pas une bière et tu nous expliques tout ça, suggéra Dave. J'ai hoché la tête, j'ai pris 3 bières dans la glacière et je me suis dirigé vers le salon. J'en ai tendu une à Dave et je me suis tourné vers Beverly. Tu es sûr d'avoir l'âge de boire, ai-je demandé sarcastiquement. Elle a souri, a levé son majeur et a pris la bière de ma main. Raconte, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est assez embarrassant, dis-je avec hésitation. Nous sommes tous adultes et nous sommes presque de la famille. Lâche le morceau, insista TL. D'accord, dis-je en prenant une grande inspiration avant de tout leur raconter, Lucie, Jake, Marie, les menaces et même la vidéo qu'Oli avait livrée. Quand j'ai eu fini, j'ai joué la vidéo pour eux, ils sont restés dans un silence stupéfait. Merde, dit finalement Dave en prenant une longue gorgée de sa bière. Tu crois qu'ils savent où tu es maintenant ? Je ne crois pas, ai-je répondu. Je n'ai vu aucune voiture me suivre ici. Eh bien, heureusement, nous sommes en haut de cette colline, dit Dave. On peut voir n'importe qui arriver d'1 kilomètre, et j'ai toujours les armes que j'ai achetées à ton père après l'accident de Mikey. Tu te souviens encore comment tirer, n'est-ce pas ? J'ai hoché la tête. Oui, mais je n'ai pas touché une arme depuis. L'accident auquel Dave faisait référence s'était produit il y a des années, mon jeune frère Michael, ou Mikey comme tout le monde l'appelait, s'était accidentellement tiré une balle dans la jambe avec le pistolet de calibre 22 de mon père. Heureusement, ce n'était qu'une légère blessure superficielle et il s'était rapidement rétabli. Mais mon père en avait été tellement secoué qu'il s'était débarrassé de toutes ses armes et ne les avait jamais remplacées. Eh bien, dit Dave, si ça en vient là, tu sais que je te couvre. Merci, dis-je, reconnaissant de son soutien. Pas de problème, dit Dave. Je t'emmènerai derrière plus tard pour te familiariser avec les armes. Bev peut aussi aider, elle est devenue une tireuse assez décente. Je me suis tourné vers Beverly, surpris. Elle s'est redressée et m'a fait un sourire malicieux. Ton père sait que tu es ici, demanda-t-elle. Ils ont demandé, ai-je dit, mais je n'ai dit à personne où je me trouvais. Je dois quand même prévenir le procureur adjoint. D'accord, dit Dave. J'appellerai tes parents plus tard ce matin, une fois le soleil levé, pour leur dire que tu es en sécurité, mais n'utilise pas ton téléphone portable si tu peux l'éviter. En fait, c'est probablement une bonne idée de l'éteindre et de retirer la batterie au cas où il y aurait une sorte de traceur dessus. Bonne idée, dis-je en éteignant mon téléphone. J'ai retiré le dos et la batterie, plaçant les deux sur le comptoir. Alors Lucie et ses amis passent devant le juge lundi, demanda Beverly. Oui, leur comparution est lundi matin. Le procureur espère que le juge les maintiendra en détention sans caution, mais après ce que Oli m'a dit, je ne suis pas sûr que cela arrivera. Eh bien, tu es le bienvenu ici aussi longtemps que tu en as besoin, dit Dave. J'ai un travail qui commence dans une semaine, lundi, et je serai absent pendant une semaine, mais si tu as besoin de rester, c'est bien. Combien de temps prends-tu de congé, demanda Beverly. 2 semaines, dis-je. J'espère que tout sera réglé d'ici là. Comme je l'ai dit, dit Dave,
tu es le bienvenu ici aussi longtemps que tu en as besoin. Tes parents nous ont toujours traités comme des rois, alors considère cet endroit comme le tien aussi longtemps que tu le souhaites. Merci, Dave, j'apprécie vraiment. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider, fais-moi signe. Dave jeta un coup d'œil à Beverly et sourit. Je suis sûr que Bev peut trouver une chose ou deux, mais pour l'instant, tu es un invité, détends-toi et profite de l'air de la campagne. Beverly se leva en s'étirant. Eh bien, c'était amusant. Mais je dois me lever dans quelques heures pour faire le petit déjeuner. J'espère que tu aimes les omelettes et les galettes de pommes de terre, car c'est ce que je prépare, dit-elle en me regardant directement. Petit déjeuner de champion, ai-je répondu avec un sourire. Ça me va très bien. Elle a fait un signe de la main en montant les escaliers. Après avoir entendu la porte de sa chambre se fermer, Dave et moi sommes sortis fumer une cigarette. Alors, ai-je commencé en tirant une bouffée, quelle est son histoire, à elle? Je pensais qu'elle serait mariée et qu'elle élèverait des enfants maintenant. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un pour qui elle avait vraiment de l'affection, dit Dave. Elle a fréquenté quelques gars, mais selon elle, aucun d'eux n'était à la hauteur. À la hauteur de quoi, ai-je demandé en plissant les yeux. Dave m'a lancé un regard appuyé. De toi, crétin. J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu. Non, c'est impossible. Absolument, dit-il en exhalant de la fumée. Elle a toujours eu un faible énorme pour toi. La seule raison pour laquelle elle n'a jamais rien dit, c'est à cause de Lucie. Elle ne voulait pas être la cause de votre rupture. Tu es sérieux. Aussi sérieux que la mort, dit Dave en se penchant en arrière contre la rampe du Porsche. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ressent encore ça? Je l'ai entendu appeler ton nom dans son sommeil plus d'une fois, dit-il avec un sourire narquois. J'ai fait une grimace. C'est un peu trop d'informations, Dave. Il a ri et a pris une gorgée de sa bière. Eh bien, c'est comme ça. Quand est-ce que Beverly est devenue une bombe, ai-je demandé en changeant de sujet. Elle a toujours été jolie, dit Dave. Elle ne l'a juste jamais exhibée. Et puis, tu n'avais Dieu que pour Lucie à l'époque, tu te souviens. Oui, je me souviens, dis-je doucement. Dave m'a lancé un regard sérieux. Entre nous, je serais plus que d'accord pour que vous vous mettiez ensemble, tous les deux. Fais-moi juste une faveur, veux-tu? Quoi? Ne lui brise pas le cœur. J'aime ma sœur et je pense que toi aussi, si tu y penses. Je ne veux juste pas la voir se faire des illusions et ensuite te regarder, toi et Lucie, vous réconcilier. Cela la détruirait. J'ai secoué la tête fermement. J'en ai fini avec Lucie, d'accord? D'accord, dit Dave en écrasant sa cigarette dans le cendrier. Je ferais mieux d'aller me coucher. À plus tard ce matin. Il se leva et monta les escaliers. Je suis resté sur le porche quelques minutes de plus, finissant ma cigarette, puis je suis rentré. La seconde où ma tête a touché l'oreiller, j'étais profondément endormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de la voix de Beverly. Debout là-dedans, a-t-elle crié en ouvrant la porte de ma chambre. Je me suis frotté les yeux et j'ai regardé l'horloge. Il était 8h30. Après une douche rapide et ma routine matinale, je me suis habillé. En prenant mon portefeuille, ma bague de mariage a attiré mon regard. Sans hésiter, je l'ai enlevée et je l'ai jetée sur la commode. Quand je suis descendu, j'ai trouvé Beverly dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Elle portait un t-shirt court et un short coupé. Ses longs cheveux blonds étaient attachés en queue de cheval et sa frange retombait sur son front. Elle était magnifique et je me demandais pourquoi je ne l'avais pas remarquée avant. Ça sent bon, dis-je en souriant. Elle s'est tournée et a souri. Contente que tu le penses, cow-boy. Le café est déjà fait si tu en veux. Tu as toujours la crème à café au beurre de noix de pécan. Bien sûr, dit-elle. Elle est dans le frigo. Sers-toi, mais gardant pour Dave. Même pour moi. J'ai versé une tasse de café et j'ai ajouté la crème, savourant la première gorgée. Mon Dieu, j'adore ça, dis-je. Ton père m'a rendu accro, dit Dave en entrant dans la cuisine, prenant une tasse pour lui-même. Vas-y, assieds-toi, dit Beverly en retournant une omelette. Le petit déjeuner sera prêt dans une minute. Dave était déjà assis à table en train de lire le journal quand je suis entré. Bonjour, dis-je. Il m'a regardé par-dessus le journal. Bonjour, répondit-il. Rien d'intéressant dans les nouvelles?
Oui, un article ici sur un avocat chic qui a été arrêté pour diverses accusations. Jette un coup d'œil, dit-il en faisant glisser le journal sur la table. L'article ne mentionnait aucun nom et ne donnait pas beaucoup de détails. C'était un article générique, totalement anodin pour quiconque ne connaissait pas toute l'histoire. J'ai grogné et le lui ai rendu. Ça m'étonne pas. À ce moment-là, Beverly avait fini de cuisiner et amenait le petit déjeuner à table sur un chariot. C'est délicieux, dis-je en prenant une grosse bouchée de l'omelette. Merci, cher monsieur, répondit Beverly avec un sourire. Je suis contente que ça vous plaise. Nous avons fini de manger et Dave s'est levé, débarrassant son assiette. Je dois aller en ville chercher des choses. Je serai absent pendant au moins 2 heures. Si tu as besoin d'appeler le procureur, tu peux utiliser le téléphone fixe, dit-il. Merci, ai-je répondu. Beverly lui a tendu une liste d'articles dont elle avait besoin et il l'a fourré dans sa poche avant de prendre ses clés et de sortir. Je me suis tourné vers Beverly. Besoin d'aide pour débarrasser la vaisselle? Je n'en ai pas besoin, mais ce serait vraiment apprécié. Merci d'avoir demandé, dit-elle avec un sourire. Je me suis levé et l'ai aidé à débarrasser la table. Elle m'a jeté une serviette et a commencé à laver la vaisselle déjà empilée dans l'évier. Je vois que tu ne portes plus ta bague, dit-elle en regardant ma main gauche. Vas-tu vraiment divorcer d'elle? Oui, dis-je fermement. Je lui ai dit que je ne tolérais aucune infidélité et je le pensais. Bien, dit-elle avec un léger sourire. Contente de voir que tu as encore du cran. Et toi, qu'est-ce que tu deviens, ai-je demandé en changeant de sujet. Comment vont les choses pour toi ces jours-ci? Elle haussa les épaules. Ça va, je suppose. Quelqu'un de spécial dans ta vie en ce moment? Il y en a eu un, dit-elle doucement, mais il était déjà pris, et même s'il ne l'avait pas été, je n'aurais pas pu entamer une relation. J'étais trop occupé à prendre soin de mes parents. C'est ce que j'ai entendu, dis-je. Oui, eh bien, il fallait le faire. Après la mort de papa, maman avait besoin d'eux. J'ai travaillé comme serveuse pour ramener un peu d'argent supplémentaire, car tout ce qu'elle avait, c'était le 401K de papa et la sécurité sociale. J'ai travaillé jusqu'à ce qu'elle soit trop malade pour faire quoi que ce soit, puis je suis resté à la maison pour m'occuper d'elle à plein temps. Je suis désolé d'entendre ça. Ne le sois pas. Je ne regrette pas d'être resté à la maison avec elle, dit-elle fermement. J'espère juste que quand j'aurai son âge, quelqu'un sera là pour m'aider. Alors, que s'est-il passé après son décès? Ai-je demandé. Il ne restait pas grand-chose. Nous avons dû vendre la maison et la plupart de ses affaires. Entre ce qui restait de la pension et du 401K de papa, nous avons réussi à payer toutes ses dernières dépenses. Il restait un petit quelque chose et Dave me l'a laissé puisque je m'étais occupé d'elle. Il avait promis à maman de me laisser rester ici avec lui, et c'est là que je suis depuis. Dave t'a proposé de te payer l'université, n'est-ce pas? Si, mais j'ai refusé. Pourquoi? Ai-je demandé, surpris. Je ne voulais dépendre de personne. Je veux m'en sortir seul si je le peux, alors je suis resté ici et j'ai trouvé un emploi au McDonald's en ville. Je gagne assez pour couvrir mes dépenses et je suis quelques cours de commerce le soir. Tant mieux pour toi, dis-je sincèrement. Oui, enfin, Dave a cette idée de lancer sa propre entreprise de fabrication. Il ne cesse de mentionner que je pourrais m'occuper de la comptabilité et du travail de bureau. Il en parle toujours? Oh oui, dit-elle avec un petit rire. Il fait beaucoup de travaux sur mesure pour les gens d'ici, des barbecues, des remorques, des choses comme ça. Il gagne bien sa vie en le faisant. Son rêve est de travailler à plein temps depuis l'atelier à l'arrière. Peut-être qu'il te le montrera pendant que tu es ici. Ce serait bien, dis-je. Un moment de silence passa, et je me surpris à l'admirer pour la première fois. Je remarquai vraiment à quel point elle était belle, non seulement extérieurement, mais aussi par sa force et son caractère. Elle me surprit à la fixer. « Qu'est-ce que tu regardes » demanda-t-elle d'un ton joueur. « Je crois que je regarde la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée, dis-je honnêtement. » Ses yeux s'écarquillèrent et je crus voir une larme se former. « Arrête de me taquiner » dit-elle doucement en baissant les yeux. « Je ne te taquine pas. Je ne peux pas m'empêcher de t'admirer. Tu as mis toute ta vie en suspens pour tes parents, tu as refusé l'offre de Dave de payer l'université et maintenant tu te ferais un chemin dans tes études par toi-même. Je suis juste désolé de ne pas l'avoir remarqué avant.
Eh bien, tu étais aveuglé par Lucie, dit-elle avec un petit haussement d'épaule, donc je ne peux pas vraiment t'en vouloir. Oui, je suppose que tu as raison, admis-je. Ayant lavé la dernière assiette, Beverly vida l'évier, sécha ses mains et se tourna vers moi. Elle s'est servie de toi, tu sais, dit-elle doucement. Je pense que tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. J'ai vu clair en elle il y a des années. Pourquoi n'as-tu rien dit? Demandai-je. Tu ne m'aurais pas cru, dit-elle simplement. Je réalisai qu'elle avait probablement raison. Bon sang, elle ne pouvait rien faire de mal à tes yeux. Elle te tenait si bien à son petit doigt, tu aurais fait n'importe quoi pour elle. Tout ce que je voulais, c'était la rendre heureuse, dis-je doucement. Heureuse? Regarde où ça t'a mené, dit Beverly d'un ton sec. Elle a eu son diplôme, sa nouvelle voiture, toutes sortes de babioles, de bibelots et de vêtements, tout ça à tes frais. Puis, quand elle n'a plus eu besoin de toi, elle t'a échangé contre un nouveau modèle. Je suis contente qu'elle soit en prison, parce que si elle était là en ce moment, je lui en ferais voir de toutes les couleurs. Je crois que tu le ferais, dis-je avec un petit sourire. Beverly posa ses mains sur ses hanches, les yeux plissés. Je veux juste savoir une chose. Quoi donc? Demandai-je. Vas-tu te laisser prendre à ses larmes et la reprendre? Je secouai la tête. Non, dis-je fermement. Ce navire a pris le large après vendredi. Ça n'arrivera pas. Bien, dit-elle, son expression s'adoucissant légèrement. Et au cas où tu aurais des doutes, souviens-toi de ceci. Avant que je puisse répondre, elle tira son t-shirt par-dessus sa tête et le jeta au sol, se révélant nue à moi pour la première fois. Elle marcha vers moi, dépouillée de tout, et m'enlaça. Puis elle m'embrassa profondément, passionnément, le genre de baiser qui pourrait effacer chaque mauvais souvenir que Lucie m'avait jamais laissé. Nous fîmes l'amour là, dans la cuisine, le soleil inondant la pièce par les fenêtres. Je t'aime, Stan Shipman, murmura-t-elle ensuite, sa voix tremblante d'émotion. Je t'ai toujours aimé, ne l'oublie jamais. Je serai ta femme aussi longtemps que tu me voudras. Je t'aime aussi, Beverly, dis-je en la serrant fort. Je veux rester comme ça pour le reste de ma vie. Ça a l'air sympa, dit-elle avec un sourire malicieux, mais je ne pense pas que mon frère apprécierait. Je ris et l'embrassai de nouveau profondément. Mais alors, ça me frappa. Je viens de réaliser, dis-je en reculant légèrement, que je n'ai utilisé aucune protection. Ne t'inquiète pas, dit-elle avec un sourire rassurant. Je prends la pilule. D'ailleurs, ça ne me dérangerait pas si tu me mettais enceinte. J'adorerais avoir tes enfants. Je souris à ces mots, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Je te prends au mot, dis-je, mais nous ferions mieux de nous nettoyer avant que Dave ne revienne. Je vais prendre une douche rapide. D'accord, mais ne sois pas trop long, dit-elle avec un sourire. Je dois préparer la viande pour ce soir. Qu'est-ce qu'il y a avec la viande? Demandai-je en me dirigeant vers les escaliers. On aime faire des barbecues le dimanche, si le temps le permet. Tu aimes le gibier, n'est-ce pas? Oui, j'adore le gibier. Ça fait des années que je n'en ai pas mangé, dis-je. Bien, répondit-elle avec un sourire malicieux. Je l'ai abattu moi-même avec le fusil à silex de calibre .50 de Dave et je l'ai dépecé sur place de mes propres mains. Je m'arrêtai dans les escaliers, me retournant pour la regarder. Tu es une vraie femme des bois. Je suis impressionné. Tu l'as chargé toi-même? Bien sûr, balle ronde calpinée avec 100 grains de poudre à double base. J'ai même moulé la balle moi-même, dit-elle fièrement. Diable! Tu pêches aussi? J'adore pêcher, dit-elle avec un sourire. J'amorce même mes propres hameçons et nettoie mes propres poissons. Y a-t-il quelque chose que tu n'aies pas fait? Demandai-je sarcastiquement. Je n'ai pas encore refait la transmission du camion de Dave, répondit-elle d'un ton joueur, mais je l'ai aidé à refaire le moteur. Je secouai la tête en riant. Je suis définitivement amoureux, dis-je en me penchant pour l'embrasser. Elle m'embrassa en retour et me poussa gentiment vers les escaliers. Allez, dépêche-toi de prendre cette douche. Je serai là dans un instant. Après une douche rapide, je redescendis et trouvai Beverly occupée à préparer le gibier. Je dois appeler la procureure et lui faire savoir où je suis, dis-je. Bev me montra un téléphone sans fil posé sur son socle. Vas-y, utilise-le. Je pris le téléphone et composai,
oubliant presque que c'était un appel longue distance. Linda décrocha après la deuxième sonnerie. Linda Callaway, dit-elle. Linda, c'est Stan Shipman. Je voulais juste te faire savoir où je suis. Stan, Dieu merci tu as appelé, je commençais à m'inquiéter. Je vois que tu appelles en longue distance, où es-tu? Je loge chez un vieil ami de la famille. J'ai éteint mon portable par sécurité. D'accord, dit-elle d'une voix calme. Je te tiendrai au courant autant que possible. Les fédéraux enquêtent déjà sur le cabinet pour lequel travaille ta femme, au fait. Je me suis permise de parler à une vieille amie qui se trouve être la meilleure avocate spécialisée dans le divorce de la région. J'espère que ça ne te dérange pas. Pas du tout, dis-je. Bien, elle s'attend à avoir de tes nouvelles demain. Je lui ai parlé un peu de ta situation. Si quelqu'un peut gérer ça, c'est elle. Merci Linda, j'apprécie. Avant de raccrocher, Linda me donna les coordonnées de l'avocate et promit de me tenir au courant de l'audience de mise en accusation le lundi. Au moment où je raccrochais, Dave était revenu. Je suis sorti l'aider à rentrer les provisions qu'il avait achetées. Au fait, dit-il alors que nous finissions de décharger, j'ai appelé tes parents. Ils étaient assez inquiets pour toi, alors je leur ai dit que tu restais avec nous un moment. Merci, dis-je sincèrement. Ce soir-là, nous avons fait un barbecue avec le gibier et avons savouré un bon dîner sur la terrasse. L'air était vif et la nourriture était parfaite. Après le dîner, nous nous sommes tous mis à nettoyer. Une fois la cuisine en ordre, Dave et moi avons pris des bières et sommes sortis fumer pendant que Beverly finissait les dernières choses. Bev me dit que tu vas dormir dans sa chambre, dit Dave en tirant une bouffée de sa cigarette. Est-ce que ça va être une chose permanente? Je me sentais un peu gêné d'en discuter avec lui, après tout, c'était sa sœur. Je crois que oui, dis-je après une pause. Tu crois? Demanda-t-il en haussant un sourcil. Oui, ça l'est. J'ai juste besoin de régler mon divorce d'abord. Il prit une gorgée de sa bière et m'étudia un instant. Tu l'aimes? Oui, je l'aime, dis-je sans hésitation. Il est temps que tu redescendes de ton nuage, dit-il avec un sourire. Écoute, Bev est une femme adulte, elle peut prendre ses propres décisions et prendre soin d'elle-même. Je ne veux juste pas la voir souffrir, c'est tout. Je ne la blesserai jamais, répondis-je fermement. Je suis content de l'entendre. Bienvenue dans la famille, dit-il en me tendant la main. Je la pris et nous nous serrâmes la main chaleureusement. Ne me tenez pas éveillé toute la nuit, d'accord? Ajouta-t-il en souriant. Je ris et hochai la tête. Je ferai de mon mieux. Cette nuit-là, après que Bev et moi avons fait l'amour dans son lit, je la serrai contre moi et commençai à penser à notre futur possible ensemble. Je me sentais plus en paix à ce moment-là que je ne l'avais été depuis très longtemps. À quoi penses-tu? Demanda-t-elle doucement. À l'avenir, répondis-je. Oh, dit-elle, sont-on curieux? Oui, je veux dire, qu'est-ce que tu veux de la vie? Où te vois-tu dans 5 ou 10 ans? Je sais qu'il est populaire de nos jours pour les femmes de vouloir briser le plafond de verre et d'atteindre les sommets, dit-elle, mais ce n'est pas moi. Je ne cherche pas une carrière ou quoi que ce soit de ce genre. Tout ce que je veux, c'est un mari fidèle qui m'aime autant que je l'aime et une famille à chérir. C'est tout. Et tes cours? Demandai-je. C'est surtout pour Dave. Quand il lancera son entreprise, il aura besoin d'aide. Et toi, qu'est-ce que tu veux de la vie? Je suppose que je te ressemble beaucoup, dis-je. Tout ce que je veux vraiment, c'est une femme fidèle qui m'aime autant que je l'aime et ma propre famille. Je pensais avoir ça avec Lucie, mais ça n'a pas marché. Et ton travail? Demanda-t-elle. J'adore ce que je fais pour gagner ma vie. Parfois, ça m'éloigne pendant quelques semaines, cependant. Peux-tu gérer ça? Elle rit. S'il te plaît, mon frère est soudeur, comme toi. Je sais à quoi m'attendre. Je peux le gérer tant que je sais que tu reviens à la maison auprès de moi. Je la regardai un instant avant de dire, j'aurais aimé te rencontrer plus tôt. Moi aussi, dit-elle, avant que je ne rencontre Lucie. Mais ce qui est fait est fait. Nous allons nous en sortir ensemble, d'accord? Nous sommes une équipe et nous pouvons tout faire tant que nous sommes ensemble. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Je t'aime tellement, dis-je en l'embrassant. Je t'aime encore plus, répondit-elle en enroulant son bras autour de moi. Je m'endormis,
me sentant vraiment aimé pour la première fois depuis des lustres. Le lendemain, Bev était debout avant tout le monde. Après avoir préparé le petit déjeuner, elle fila à l'étage pour se préparer pour le travail. Elle m'embrassa en partant et me rappela qu'elle avait des cours après son service. Je suis généralement à la maison vers 9h30, donc vous devrez vous débrouiller seul, dit-elle. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, je vous aime et je suis là pour vous. Moi aussi je t'aime, répondis-je en lui rendant son baiser. Elle n'avait aucune idée à quel point cela signifiait pour moi de l'entendre dire cela. Et moi, je n'ai pas droit à un baiser, dit Dave avec un sourire. Bev rit et lui donna un rapide baiser fraternel sur la joue. Vous deux, essayez de ne pas vous attirer d'ennui, d'accord, dit-elle en partant. Il faut que j'appelle cet avocat spécialisé dans le divorce que Linda m'a recommandé, dis-je en jetant un coup d'œil à l'horloge. Dave fit un geste vers le téléphone. Je le pris et passai l'appel. Cabinet d'avocat Bernice Goodwin, dit une voix féminine amicale à l'autre bout. Je me suis présenté et j'ai expliqué que Bernice attendait mon appel. Mademoiselle Goodwin attend votre appel, monsieur, dit la réceptionniste. Un instant, s'il vous plaît. Il y eut un bref instant de musique d'attente avant qu'une autre voix ne réponde. Bernice Goodwin à l'appareil, comment puis-je vous aider? C'est Stan Shipman, dis-je. Linda K m'a donné votre numéro et m'a suggéré de vous appeler ce matin. Ah oui, monsieur Shipman. Linda m'a parlé un peu de ce qui se passait et j'attendais votre appel. Normalement, je préfère que mes premières rencontres soient en personne, mais je comprends que ce ne soit pas possible dans ce cas. C'est bon, répondis-je. Nous pouvons faire la plupart des choses en ligne de nos jours. Veuillez me raconter votre histoire sans rien omettre, dit-elle. J'ai passé un certain temps à lui expliquer la situation et elle a écouté patiemment. Quelles sont vos attentes, demanda-t-elle quand j'eus terminé. Je veux le plus possible, pas d'Alan, et au moins ma part de nos biens. Je pense que nous pouvons faire cela, dit-elle. Le fait que votre femme fasse face à des accusations criminelles devrait renforcer votre dossier. J'aurai besoin de voir vos finances, cependant. Possédez-vous des biens, une maison ou quelque chose de ce genre? Non, nous vivons dans un appartement, répondis-je. Qu'en est-il d'une action contre Marie et Jake? Les poursuites pour aliénation d'affection sont autorisées dans cet État, mais je dois vous dire qu'elles ne vont généralement pas très loin. Vous feriez peut-être mieux de poursuivre pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Faites ce que vous pensez être juste, dis-je. Très bien, je vais examiner cela de plus près et lancer les choses. Avez-vous une adresse email? Oui, j'en ai une. Bien. Je vous enverrai des documents. L'un d'eux est un contrat que je devrais vous faire signer électroniquement et retourner. L'autre est une liste de choses à faire. Veuillez vous en occuper pour moi. J'aurai également besoin que vous payiez des honoraires. Pouvez-vous faire cela aujourd'hui? Oui, confirme-je. Bien. Je vous enverrai tout sous peu. Je préparerai tout et ferai signifier les documents une fois que tout sera prêt, dit Bernice. Des questions pour l'instant? Aucune question, répondis-je en lui donnant mon adresse email. Elle me transféra ensuite à son assistante qui prit mes informations de carte de crédit. Après avoir raccroché, j'allumai mon ordinateur portable pour vérifier mes emails. Bien sûr, il y avait un email de Bernice avec 2 documents attachés. J'ouvris le contrat, le signai électroniquement et le renvoyai avec un accusé de réception confirmant qu'elle l'avait bien reçu. Le second document donnait des conseils sur la manière de me protéger financièrement. Dieu merci pour la banque en ligne, pensai-je. Cela prit un certain temps, mais je réussis à ouvrir un nouveau compte bancaire, y transférant la moitié de nos soldes d'épargne et de chèques. Je remboursai et annulai la carte de crédit de Lucie, mais gardai la mienne ouverte car je venais de l'utiliser pour payer les honoraires de Bernice. Au moment où j'eus tout réglé, c'était le début de l'après-midi. Dave suggéra que nous allions à son atelier où il travaillait sur une remorque pour l'un des agriculteurs locaux. Je me joignis à lui, trouvant cela plutôt relaxant de rester occupé un moment. Vers 15h, le téléphone de l'atelier de Dave sonna. Dave répondit, puis me tendit le combiné. « C'est votre avocate, dit-il. »« C'est Stan, dis-je au téléphone. »« Stan, c'est Linda Callaway. »« J'ai de mauvaises nouvelles, dit-elle. Le juge leur a accordé à tous la plus petite caution possible et les a libérés. »« Comment est-ce possible, demandai-je, sentant la colère et l'incrédulité monter en moi. Il est probablement payé par eux. Heureusement,
l'ordonnance de protection est en place, mais... Elle hésita, mais j'ai peur qu'elle ne vaille pas plus que le papier sur lequel elle est écrite. Le mieux est que tu restes où tu es, ne viens pas en ville. Les fédéraux les surveillent pour l'instant, mais je ne peux pas garantir ta sécurité. Super, marmonnai-je. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu restes où tu es. Je ferai tout ce que je peux de mon côté. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Oui, d'accord, dis-je avant de mettre fin à l'appel. Je rendis le combiné à Dave. Mauvaise nouvelle, demanda-t-il. Oui, le juge les a libérés. Merde. Je ferais mieux d'appeler tes parents et de les informer. Je pense que c'est une bonne idée. C'est probablement moi qui devrais leur dire, dis-je. Dave hocha la tête et me tendit le téléphone à nouveau. Je composai le numéro de mes parents et mon père répondit à la deuxième sonnerie. Papa, c'est moi, Stan, dis-je. Comment vas-tu, mon fils, demanda-t-il. Je vais bien. Je voulais juste te faire savoir que le juge a libéré Lucie et ses amis. Vous devriez peut-être être sur vos gardes, quelque chose me dit qu'il pourrait venir pour savoir où je suis. Ne t'inquiète pas, mon fils, nous ne leur dirons rien, dit-il d'un ton ras. Suran. Es-tu toujours chez John Harrison, ajouta-t-il. La question me surprit, car il savait déjà où j'étais. John Harrison était un contremaître à la retraite pour qui mon père et moi avions travaillé par le passé. Après sa retraite, il avait déménagé avec sa femme dans un endroit à environ 2 heures au sud de la ville. Alors ça m'a frappé, Lucie et ses amis étaient probablement là en ce moment, à ma recherche. J'ai décidé de jouer le jeu, en fait, je suis dans un motel à environ 50 mètres au sud de là, dis-je. D'accord, tant que tu vas bien. Je vais bien, répondis-je. Je partirai d'ici demain matin, cependant. Je compte me diriger vers l'est. Fais-moi juste savoir où tu es, d'accord, mon fils? Oui, bien sûr. Puis-je parler à maman? Elle est occupée dans la salle de bain en ce moment, dit mon père. J'écoutai attentivement et crus entendre de faibles bruits en arrière-plan. D'accord, dis-lui que je vais bien et que je l'aime. Je le ferai, mon fils, dit-il. J'entendais la tension dans sa voix et je priais silencieusement pour leur sécurité. À bientôt, d'accord? On t'aime. Moi aussi je t'aime, papa, dis-je avant de mettre fin à l'appel. Je me tournai vers Dave. J'ai besoin de passer un autre appel, dis-je en composant le numéro de Linda. Qu'y a-t-il, Stan, demanda Linda quand elle répondit. Je pense que Lucie et ses amis sont chez mes parents, lui dis-je. D'accord, je vais prendre quelques agents fédéraux et me diriger là-bas tout de suite. Ne bouge pas, nous avons mis fin à l'appel et j'ai rendu le téléphone à Dave. Qu'est-ce qui se passe, demanda-t-il. Je pense que Lucie et ses amis sont chez mes parents, essayant de savoir où je suis. Oui, j'ai entendu ce que tu as dit à ton père. Penses-tu qu'ils vont gober le stratagème? J'espère que oui, au moins pour quelques heures. Je me suis dit que nous avions peut-être 6 à 8 heures au maximum s'ils allaient au sud, chez John. Peut-être que je ferais mieux de partir et de trouver un autre endroit où me cacher jusqu'à ce que ça se calme, dis-je. Non, dit fermement Dave. Nous sommes dans le même bateau. Tu restes là. Laisse-moi me préparer un peu et j'irai en ville parler au shérif. Ne bouge pas, tu m'entends? Je hochai la tête. Quelques heures plus tard, après que Dave fut parti en ville, Linda rappela. Stan, tu avais raison, dit-elle. Lucie, Marie, Jake et quelques-uns de leurs voyous sont allés chez tes parents après l'audience. Ils ont ligoté tes parents et les ont menacés. Ils ont dit que tes parents n'avaient pas révélé où tu te trouvais. Nous avons un mandat d'arrêt pour eux en ce moment même. Ils ont laissé l'un de leurs hommes de main derrière eux et il est en garde à vue pendant que nous parlons. Sais-tu où ils vont, demandai-je. Non, je ne sais pas, répondit Linda. Mais je ne pense pas qu'ils aient cru à ton histoire. Tiens, parle à ton père. Quelques secondes plus tard, mon père prit le téléphone. Stan, je ne pense pas qu'ils aient gobé la ruse, dit-il. Vous allez bien, demandai-je, inquiet. Oui, nous allons bien pour l'instant, mais je pense que Lucie et ses amis se dirigent vers toi. Qu'est-ce qui te fait penser ça, demandai-je. J'ai entendu Lucie parler, dit-il. D'accord, fais-le savoir à Linda pour qu'elle puisse appeler le shérif. Nous le ferons, mon fils. Sois prudent.
Je le serai, papa, l'assurai-je. La voix suivante au téléphone était celle de Linda. Où es-tu exactement, demanda-t-elle. Je lui donnai mon emplacement et des indications. Penses-tu que Lucie sait où c'est? Elle sait très bien, dis-je d'un ton sombre. Tu restes où tu es. Nous enverrons quelqu'un là-bas aussi vite que possible. Nous avons mis fin à l'appel et je suis retourné à la maison depuis l'atelier de Dave. Alors que je partais, j'entendis une voix qui me glaça sur place. C'était Jake. Eh bien, tu pensais pouvoir nous déjouer, n'est-ce pas, ricana-t-il. Belle tentative de dire à tes parents que tu allais au sud alors que tu étais vraiment au nord. Heureusement pour nous, Lucie savait que ce serait l'endroit où tu te réfugierais. Maintenant, bouge. Il agita un pistolet vers moi. Jake fit signe vers un SUV noir garé à proximité. Je montai à l'arrière où Lucie était assise avec un sourire suffisant. Tu pensais pouvoir nous déjouer, n'est-ce pas, demanda-t-elle, son ton dégoulinant de moquerie. Ça ne va pas bien finir pour toi, Lucie, dis-je. Les flics seront là avant longtemps. Peu importe, dit-elle, toujours en souriant d'un air suffisant. Ce sera trop tard pour toi. Tu aurais dû suivre le programme. Maintenant, tu vas payer le prix. Marie et Jake ricanèrent tandis qu'un de leurs voyous engagés descendait vers un endroit isolé le long du lit d'un ruisseau, au bas d'une colline. Quand nous sommes arrivés, Jake ouvrit ma portière et agita son arme vers l'extérieur. Il aboya. UIS sortit, mes mouvements lents et délibérés. Alors vous comptez me tuer, c'est ça, demandai-je en regardant Lucie. Elle rit. Tu sais ce qu'on dit, les morts ne parlent pas, dit-elle. Jake et Marie gloussèrent tandis que le voyou me liait les mains derrière le dos avec des serre-câbles et me forçait à m'agenouiller. Avant toute chose, dit Jake avec un sourire narquois. J'ai toujours voulu faire l'amour en pleine nature. Qu'en penses-tu, Lucie? Es-tu prête à offrir à ton futur ex-mari un dernier spectacle, quelque chose pour le faire partir? Qu'est-ce que? Répondit-elle, l'esprit. Avec un haussement d'épaule, elle enleva ses vêtements. Viens ici et fais-moi l'amour, chérie. J'écris, baissa son pantalon et se positionna au-dessus d'elle. Je tournai la tête, refusant de regarder, cela me dégoûtait au plus profond de mon être. Tandis que Lucie et Jake étaient à terre, je priais silencieusement pour qu'ils finissent mangés par des coyotes, ça leur aurait bien servi. Marie ricana. Je te l'avais dit que Lucie élargirait ses horizons. Tu ferais aussi bien de profiter du spectacle, c'est la dernière fois que tu verras ta femme. Après environ une demi-heure, Jake eut enfin fini, reprit son souffle et remonta son pantalon. Je regardai Lucie, ma voix froide et calme. Pourquoi, demandai-je, pourquoi as-tu fait ça? Elle haussa les épaules, complètement indifférente. Que puis-je dire? Il est plus riche que toi et il est plus costaud que toi. D'ailleurs, je ne veux pas être marié à un soudeur pour le reste de ma vie. Je veux la belle vie, et Jake peut me l'offrir. Vous avez fini, vous deux, interrompit Jake avec impatience. Nous avons des affaires à régler et il se fait tard. Il fit signe au voyou qui me força à me pencher en avant. Jake retourna vers le SUV et revint, tenant une longue épée. Je suis sûr que tu sais ce qui va se passer ensuite, vieil ami, dit Jake avec un sourire sinistre. Ne t'inquiète pas, j'ai entendu dire que la mort est pratiquement instantanée. Tu ne sentiras rien. Maintenant, fais la paix avec Dieu. Je fermai les yeux et fis une prière silencieuse. Je vis l'ombre de Jake bouger alors qu'il levait l'épée au-dessus de sa tête, puis je l'entendis, un coup de fusil. Le corps de Jake s'effondra au sol, un trou de balle net en plein front. Ses yeux étaient encore ouverts, mais il était clairement mort. Un autre coup de feu retentit et le voyou qui me maintenait à terre s'effondra, du sang coulant de sa poitrine. Marie hurla en essayant d'attraper l'arme de Jake, mais un autre coup la toucha à l'épaule et elle tomba au sol en hurlant de douleur. Lucie se figea, la panique inscrite sur tout son visage. Elle tenta de se cacher derrière le corps sans vie de Jake. Puis j'entendis le bruit incomparable d'un quad qui approchait. La poussière obscurcit l'air à mesure qu'il se rapprochait. Quand il apparut enfin, je vis de longs cheveux blonds flotter derrière le conducteur, c'était Beverly. Elle arrêta le quad et en descendit, tenant une carabine de chasse à lunettes. Sans hésiter, elle sortit un grand couteau de sa ceinture et coupa le serre-câble qui me liait les mains. Une fois libre, je m'assis et regardai Beverly se précipiter vers Lucie. Beverly frappa Lucie aussi fort que possible au visage avec la crosse de son fusil, la faisant basculer sur le dos.
Ne touche plus jamais à mon homme, ou je te jure devant Dieu que je te ferai sauter ta stupide tête, cria Beverly. Tu m'entends? Oui, balbutia Lucy en hochant lentement la tête, le visage pâle de peur. Sans hésiter, Beverly abattit la crosse du fusil sur la rotule de Lucy avec un craquement répugnant. Lucy poussa un cri de douleur perçant. Au loin, nous entendîmes le son de sirène qui approchait. Beverly retourna calmement vers le quad, sortit un pistolet lance-fusée et tira une fusée éclairante dans le ciel pour signaler notre position à la police. Bientôt, des lumières clignotantes illuminèrent la zone à l'arrivée des voitures de police. Beverly revint vers moi, s'agenouillant à mes côtés. « Tu vas bien, chérie ?» demanda-t-elle, sa voix douce et maintenant pleine d'inquiétude. « Maintenant oui, dis-je, ma voix tremblante. Tu m'as sauvé la vie. Je ne pourrai jamais te rembourser pour ça. Fais-moi confiance, dit-elle avec un sourire, tu auras le reste de ta vie pour te rattraper. » Avant longtemps, nous fûmes entourés de voitures de police. Dave s'arrêta avec son pick-up, se précipitant pour voir comment nous allions. L'un des adjoints appela une ambulance et le médecin légiste. « Tu vas bien ?» demanda Dave en m'examinant. « Maintenant oui, grâce à Bev, dis-je. Elle m'a sauvé la vie. » Le shérif arriva, prenant les choses en main. Les agents commencèrent à recueillir des preuves et à sécuriser la scène. Pendant ce temps, les ambulanciers s'occupaient de Lucy et Marie, qui hurlaient en serrant son épaule blessée. « Elle a assassiné Jake et Ronnie » s'écria Marie en désignant Beverly. « Allez-vous l'arrêter ?» « Non » répondit le shérif froidement. « C'est la propriété de Dave, et nous avons la doctrine du château ici. Mademoiselle Broland était tout à fait en droit de défendre la vie de Monsieur Shipman. Considérez-vous chanceuse qu'elle ne vous ait pas tué aussi. » Je regardai les adjoints menotter Lucy et l'emmener. Le shérif m'informa que Lucy et Marie étaient toutes deux inculpées de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Une fois les corps emmenés et les preuves sécurisées, nous fûmes libres de partir. Beverly et moi sommes rentrés à la maison en quad ensemble. L'adrénaline me parcourait encore, mais le soulagement écrasant d'être en vie en atténuait l'intensité. « Je croyais que tu avais des cours aujourd'hui, dis-je en regardant Beverly. »« Oui, dit-elle en haussant les épaules, mais Dave s'est arrêté chez McDonald's et m'a dit ce qui se passait. J'ai pointé et je suis revenu directement pour m'assurer que tu allais bien. Quand je suis arrivé, j'ai vu les traces de pneus dans l'herbe et je les ai suivies jusqu'à l'endroit où tu étais. Je suis monté dans un Mirador que j'avais installé il y a quelque temps et, eh bien, tu connais la suite. Quand j'ai vu ce que Jake allait faire, j'ai juste réagi. De retour à la maison, j'ai appelé Linda pour lui raconter ce qui s'était passé. Elle fut soulagée d'apprendre que j'allais bien. Après ça, dit-elle, nous les tenons exactement où nous voulons. Ne t'inquiète pas, le cabinet va s'effondrer lourdement. J'espère bien, répondis-je. Ensuite, j'ai appelé mes parents pour les tenir au courant, ils furent tout aussi soulagés d'apprendre que les choses s'étaient bien passées. Cette nuit-là, je ne pouvais pas assez remercier Beverly de m'avoir sauvé la vie. Elle minimisa cela avec sa modestie habituelle, mais je pouvais voir la fierté dans ses yeux. Dans les semaines qui suivirent, Marie se remit de ses blessures, et elle et Lucy furent toutes deux jugées pour tentative de meurtre et complot en vue de commettre un meurtre. Elles furent reconnues coupables et également condamnées pour des charges liées à mon agression initiale et à ma détention illégale. Toutes deux furent condamnées à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et firent face à des accusations supplémentaires de complot et de racket liées au cabinet. Pendant le procès, je n'ai vu Lucy et Marie que 2 fois, une fois lorsque Beverly et moi avons été appelés à témoigner, et une autre fois lors de leur condamnation. Les 2 fois, elles semblaient complètement vaincues. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en sachant qu'aucune d'elles ne respirerait plus jamais l'air libre. C'était fini. Pendant ce temps, Bernice travailla sans relâche pour finaliser le divorce. Grâce aux arguments convaincants de Bernice, elle convainquit le juge de statuer lourdement en ma faveur. Non seulement je m'en sortis sans devoir de pension alimentaire, mais Bernice obtint également un règlement substantiel contre Marie ainsi que la succession de Jake. Quand elle eut terminé, je roulais sur l'or. Bien sûr, Bernice prit sa part, mais j'étais plus qu'heureux de ce avec quoi je m'en allais. Quant au cabinet, ils réglèrent à l'amiable pour une somme énorme. Leurs associés, qui se défendaient déjà contre de multiples procès, n'eurent d'autre choix que de céder. Les répercussions de l'affaire ne se limitèrent pas à Lucy et Marie. Les associés du cabinet firent face à de nombreuses accusations fédérales, notamment de racket et d'implication dans les morts mystérieuses de 2 autres hommes. Quand tout fut dit et fait,
le cabinet fut contraint de fermer et ses associés se retrouvèrent derrière les barreaux pour le reste de leur vie. Tout cela se déroula en l'espace de 6 mois. Quand ce fut enfin terminé, j'avais plus qu'assez d'argent pour que Beverly et moi puissions vivre confortablement pendant des années. Avec une partie de cet argent, j'ai acheté une belle bague à Beverly et je l'ai demandée en mariage correctement, à genoux. Elle poussa un cri de joie, m'étouffant de baisers en disant oui. Environ un mois plus tard, nous nous sommes mariés. Pour notre lune de miel, nous avons passé une semaine inoubliable à Las Vegas. À notre retour, nous avons fait asseoir Dave dans le salon pour lui présenter une proposition. Ses yeux s'écarquillèrent alors que nous exposions notre idée de créer DNS soudure et fabrication sur mesure. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-il, visiblement stupéfait. « Absolument » dis-je avec un sourire. Beverly, toujours préparée, sortit sa feuille de calcul et lui montra le plan d'affaires détaillé sur lequel elle avait travaillé. Dave l'étudia attentivement, hochant la tête. Quand il eut fini, il se pencha en arrière dans sa chaise et dit « Vous savez, je pense que ça pourrait bien marcher. » « Oh, au fait, ajouta-t-il en fouillant dans sa poche, j'avais presque oublié. » Il sortit un trousseau de clés et nous le tendit. « Vous connaissez. EZ ce terrain du côté sud ?» demanda-t-il. « Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu cette nouvelle maison préfabriquée dessus? » « Oui, dis-je. Nous pensions que tu avais vendu ce terrain. »« Non, c'est votre cadeau de mariage de ma part et de celle de vos parents, dit-il en me regardant. C'est flambant neuf, avec toutes les dernières commodités. Le terrain et la maison sont à votre nom, au fait. Ton père et moi avons déjà déménagé tes affaires de ton appartement, sauf tout ce qui avait la photo de Lucie, bien sûr. Waouh, je ne sais même pas quoi dire, balbutiai-je, submergé. Bien sûr, j'aurais pu me permettre de construire une maison sur mesure, mais la maison préfabriquée était belle, solide et pratique. D'ailleurs, je n'allais pas cracher sur un cadeau. Je savais que ce cadeau avait dû leur coûter plus de 150 000 $. Dis merci, partenaire, dit Dave en tendant sa main. Je souris, lui pris la main et le serrai dans une étreinte virile. Ça va aller si nous vivons là-bas, demanda Beverly à Dave. Je détesterais te voir seul. Je vais très bien, dit Dave en riant. D'ailleurs, je vais enfin pouvoir dormir d'une bonne nuit. J'en ai marre de vous entendre gémir toute la nuit, vous deux. Nous éclatâmes tous de rire, célébrant ce nouveau chapitre de nos vies. Cette nuit-là, j'ai appelé mes parents pour les remercier de cet incroyable cadeau. Plus tard dans la soirée, Beverly et moi avons rebaptisé la chambre principale de notre nouvelle maison. Alors que nous étions allongés là, dans les bras l'un de l'autre, je ne pouvais m'empêcher de penser, oui, les choses vont bien se passer. Eh bien, avec l'argent, bien sûr, vient un flot de nouveaux amis. Certains de ces amis avaient encore plus de relations, y compris certains qui travaillaient dans le système pénitentiaire. Des nouvelles me sont finalement parvenues sur la façon dont la vie traitait Lucie et Marie derrière les barreaux. Apparemment, les choses étaient dures, très dures. Toutes deux étaient devenues des cibles pour les autres détenus. On les forçait à nettoyer les toilettes de la prison avec des brosses à dents et elles étaient contraintes de rendre des services à certaines détenues ayant des préférences particulières. Je ne pouvais m'empêcher de penser, je suppose que Lucie et Marie élargissent vraiment leurs horizons maintenant et honnêtement, cela me convenait.